Il ne faut pas se fier aux apparences, un dicton qui prend également tout son sens dans la nature. Parfois, derrière un mignon petit oiseau se cache un fléau pour la biodiversité calédonienne. Et il en est de même pour certains végétaux. C'est ce qu'on appelle des espèces exotiques envahissantes. On en connaît pas mal d'ailleurs, dont on n'aurait pas soupçonné la dangerosité. On en parle dans l'émission aujourd'hui. Sommaire, il y a quoi aujourd'hui? Et Jim, tu savais toi que les paons étaient considérés comme une espèce envahissante? Ben non Joe, apparemment il y en a beaucoup. Et le bulbule à ventre rouge, ça te dit quelque chose? De quoi c'est quoi ça? C'est un oiseau, regarde. Un oiseau qui a un plumage assez sombre, qui fait une vingtaine de centimètres de la tête à la queue, qui pèse... C'est ça qui est envahissant, ce petit moineau là? Et oui Joe, Chloé reçoit aujourd'hui Patrick Barrière pour nous en parler. Ah bah d'accord, je vois que Chloé lui a encore réservé un petit jeu fin bête. Exact Joe, et après, place aux scénettes, et accrochez-vous, ça va décoiffer. Et c'est qui ça? C'est qui? Bonjour Patrick. Bonjour Chloé. Alors tu es le coordinateur du pôle espèces envahissantes au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le CEN? Alors le CEN, c'est une plateforme qui réunit l'ensemble des parties prenantes, des partenaires autour d'une thématique qui est l'environnement. Comme tu sais, l'environnement, c'est de la responsabilité des provinces ou du gouvernement. D'accord. Mais il y a d'autres partenaires, d'autres structures que ça intéresse évidemment. C'est notamment le cas de l'État, des associations, de la recherche et puis de chacun d'entre nous. Donc finalement, pour développer des stratégies à l'échelle du pays, le CEN réunit l'ensemble de ces partenaires pour développer des stratégies à l'échelle pays, et notamment sur 3 thématiques principales. Oui. La gestion du bien inscrit au patrimoine mondial, la préservation des forêts sèches, et donc la 3e qui nous réunit aujourd'hui, la problématique des espèces exotiques envahissantes. Alors justement, on va voir ensemble qu'il existe des espèces exotiques envahissantes dites prioritaires. Parmi elles, le bulbule à ventre rouge. C'est comment? Bon alors, attraper un bulbule, c'est pas une science exacte, surtout dans un endroit un peu comme ça. Donc en fait, voilà, le bulbule, c'est ça, hein, je pense que beaucoup commence à l'avoir dans l'œil. C'est un oiseau qui a un plumage assez sombre, qui fait une vingtaine de centimètres de la tête à la queue, qui pèse en moyenne une quarantaine de grammes. Il a des traits un petit peu particuliers, donc c'est sa crête, donc il a des plumes vraiment plus longues sur le dessus de la tête, donc là il est un petit peu stressé, mais je vous montre un petit peu, il a la capacité de la déployer, et il s'en sert pas mal pour communiquer avec ses congénères ou être menaçant vis-à-vis des autres oiseaux. Et le deuxième caractère qui va nous permettre de le retrouver vraiment facilement dans le milieu naturel, c'est la tache rouge. À laquelle il doit son nom, donc le bulbule à ventre rouge pour rester politiquement correct. Cette espèce, elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie vers les années 80, à peu près 1983, par bateau, transportée comme oiseau de cage, qui a été libéré à l'arrivée à Nouméa. Et qui a une particularité principale, c'est qu'il a été considéré par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme l'une des 100 espèces les plus envahissantes au monde. Il est considéré comme responsable de 3 types d'impacts majeurs. Le premier, ça va être l'impact sur les productions agricoles. Il a la capacité de causer jusqu'à de 35 à 75% de pertes en fonction des types de production. Le deuxième, ça va être les impacts qu'il va avoir sur la faune native, donc que ce soit la compétition avec les oiseaux locaux ou la prédation de lézards ou d'insectes. Et le dernier impact qu'on lui attribue, c'est la dispersion de plantes envahissantes. Notamment, il est considéré comme l'un des principaux vecteurs de Myconia en Polynésie française. Donc là, en fait, le but de cette manip, c'est de tester s'il y a une préférence alimentaire au niveau de la couleur chez le bulbule. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on prépare un mélange basé sur de la graine de volaille, qu'on rajoute de la gélatine colorée dedans. Donc, c'est le même mélange pour toutes les couleurs. On met des couleurs vertes, rouges, jaunes et neutres, donc le mélange de départ. Avant de commencer l'expérimentation, je mets à jeun la veille les bulbules.
Ensuite, je les observe pendant 30 minutes. Je mets les fruits. Et pendant le temps d'observation, j'ai observé sur quels fruits ils vont arriver en premier. Et donc, dans le cadre de ces travaux de recherche, on mène plusieurs expériences. Et en particulier, en ce moment, Félix et Aurore ils font une expérience sur la préférence du bulbule en termes de couleur de fruits. Et c'est des données qui vont nous servir ensuite à développer des systèmes de piégeage et aussi à identifier les enjeux particuliers, par exemple la consommation de fruits d'une certaine couleur ou alors la dispersion de fruits d'une certaine couleur. À force de répétition, ces 50 fois, voilà, on peut constater que sa préférence alimentaire en couleur, ben, c'est la couleur rouge. Donc je pense qu'on peut utiliser des appâts de couleur rouge pour le piégeage. Ok. Voilà, et pour finir, donc au-delà de la capture qui est en développement et qui sera ensuite utilisée une fois une stratégie de gestion choisie, on a quand même de l'action en ce moment contre le bulbule à ventre rouge, puisque en partenariat avec les 3 provinces, la Fédération de la chasse en Nouvelle-Calédonie, on a commencé à lancer des campagnes de tir en concertation. Donc, on partage les signalements qu'on a observés, nous, nos observations sur le terrain, et ensuite les chasseurs de la fédération prennent le relais, se déplacent et vont avoir une pression ciblée sur le front d'invasion et vont avoir pour objectif de limiter l'expansion au moins le temps que la recherche produise ses résultats et qu'une stratégie soit définie à l'échelle du pays pour le bulbule à ventre rouge. Voilà, difficile de se dire qu'un oiseau aussi mignon soit aussi nuisible pour notre biodiversité. Alors qu'est-ce que c'est une espèce envahissante ? Alors, une espèce envahissante, avant d'être envahissante, on dit qu'elle est exotique, donc elle est introduite. Les espèces natives, il y en a qui peuvent être envahissantes, mais en général, ce sont les espèces exotiques envahissantes parce qu'elles produisent des dégâts, des impacts négatifs sur l'environnement et sur les espèces, notamment les espèces natives. Ok, et comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on hiérarchise ces espèces? Parce qu'il y a des espèces dites prioritaires. C'est sûr, il y a des espèces beaucoup plus impactantes que d'autres, parce que déjà elles sont réparties sur une plus grande surface, et parce que leurs dégâts sont beaucoup plus importants, soit vis-à-vis de l'environnement, mais aussi des activités agricoles, parfois sanitaires. Donc deux caractéristiques sont prises en compte pour hiérarchiser à la fois le niveau d'impact et le niveau de risque. Si l'on prend par exemple le cerf, on sait que l'impact il est considérable dans les forêts humides, notamment parce qu'il impacte les espèces natives de végétaux et il a des effets induits sur le sol notamment. Et d'autres espèces comme le miconia, comme le lapin, ne sont pas, pour l'instant, heureusement, distribués sur l'ensemble du territoire. En revanche, le risque, il est considérable par rapport à l'expérience que l'on connaît ailleurs et notamment dans la région Pacifique. Alors avant de poursuivre, tu vas devoir te plier à une tradition de l'émission. Je vais te demander de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, main sur le cœur s'il te plaît. Écoutez, je ne crois qu'en la science, mais je le jure. Alors il existe en Nouvelle-Calédonie 70 espèces envahissantes prioritaires. C'est énorme. Est-ce que c'est pas un combat sans fin? Est-ce qu'on y arrivera un jour? Il y en a, il est vrai 70, mais il y en a 104 plus largement qui impactent potentiellement les espaces naturels. Et au-delà de ça, si on prend les végétaux, il y a plus de 2000 espèces simplement exotiques, introduites, sur près de 3000 espèces qui, elles, sont natives. Heureusement, toutes les exotiques ne sont pas envahissantes, mais ça fait des listes d'espèces, comme tu le dis, qui sont quand même considérables, raison pour laquelle il faut absolument hiérarchiser pour concentrer les moyens sur les espèces qui aujourd'hui sont les plus impactantes. Et parmi les 70, il y a un groupe de 7, les 7 premières que sont le cerf, le cochon, le chat, le lapin, le bulbule, la fourmi électrique et le miconia. C'est ça. Très bien. Alors justement, vous êtes là pour y réfléchir. Quelles sont les missions principales du pôle espèces envahissantes du CEN? Alors le pôle, à l'image d'ailleurs du CEN, donc, joue le rôle de plateforme. Il coordonne à l'échelle du pays la thématique espèces envahissantes, mais pas seul, évidemment, avec l'ensemble des partenaires
qui constitue d'ailleurs le CEN, mais aussi au-delà avec les associations, avec le grand public. Et sur les actions précises, on coordonne notamment la cellule de veille. Donc cellule de veille qui a pour objectif de surveiller si de nouvelles espèces arrivent sur le territoire ou si certaines espèces qui sont déjà présentes se développent pour justement enrayer l'invasion. Et vous êtes combien dans l'équipe? Nous sommes 5, parmi lesquels un agent basé sur Marais, Marcel, que je salue. On salue. Alors quels sont les dégâts, quels sont les dégâts déjà, quelle est la stratégie du pôle espèces envahissantes pour lutter justement contre ces espèces? Alors la stratégie, elle est relativement récente, elle a été validée en décembre 2016 et pour la petite histoire, avant même que la France métropolitaine ne valide la sienne. Donc finalement la Calédonie n'est pas à la traîne, c'est ça, même s'il y a encore évidemment beaucoup de travail à faire. Et donc cette stratégie, elle se découpe rapidement en 4 axes. Le premier, c'est la prévention, ce qu'on appelle la biosécurité, empêcher que de nouvelles espèces n'arrivent sur le territoire, et notamment par le port autonome, par la Tontouta, par les ports miniers, etc. Là, c'est de la compétence du gouvernement. Donc on travaille en étroite collaboration avec le CIVAP notamment. Le deuxième axe, c'est justement la veille, je l'évoquais tout à l'heure. Donc surveiller, être la sentinelle environnementale pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles invasions. Et ça, le CEN le coordonne, le met en œuvre, notamment c'est Christine, ma collègue, qui est responsable de cette veille, mais c'est avec les partenaires, mais aussi le grand public. Troisième axe, c'est lutter contre les espèces établies. Donc déjà largement établies, c'est le cas du cerf, du cochon. Et donc là, ça se fait évidemment pas uniquement avec les 5 agents du CEN, vous imaginez bien, mais avec les partenaires que sont notamment les captureurs de cerf, les chasseurs pour le cerf, pour le bulbul, les associations environnementales qui font des actions sur le terrain d'arrachage, etc. Et le dernier axe, c'est l'axe de la gouvernance, de la coordination globale et de la communication. Donc pour sensibiliser notamment le grand public, nous avons récemment alimenté un site internet, une page Facebook, on diffuse régulièrement des lettres d'information pour que chacun à minima soit informé, mais aussi puisse contribuer à l'action. D'accord, on va en reparler. Quels sont les dégâts principaux causés justement par toutes ces espèces envahissantes? Alors, il faudrait presque détailler espèce par espèce. Sûr, parce qu'il y a des espèces animales et végétales. C'est ça, mais pour apporter une réponse globale, il y a notamment pour les espèces animales des impacts directs, notamment par prédation ou par compétition, des espèces végétales par exemple qui sont beaucoup plus compétitives que les espèces natives, paradoxalement, et qui les étouffent jusqu'à les faire disparaître dans le sous-bois. Et puis il y a des impacts qui sont plus difficilement visibles parce qu'ils sont indirects et progressifs. C'est le cas par exemple si on évoque le cerf. Une fois que le cerf a consommé en forêt humide notamment la quasi-totalité du sous-bois, le sol est mis à nu et lorsqu'il y a de fortes pluies, l'eau ne s'infiltre plus dans le sol, donc elle n'alimente plus ou peu les nappes souterraines, mais au contraire elle ruisselle et avec elle, elle arrache le sol qui se retrouve d'une part dans les criques, qui crée des problèmes d'engravement, mais in fine qui se retrouve dans le lagon. Donc il y a des impacts directs par compétition, par prédation, mais des impacts aussi indirects aussi graves, parce qu'en plus il se déplace dans le temps et dans l'espace, et un cerf qui est au sommet de la chaîne centrale, qui a consommé la totalité du sous-bois, a un impact indirect sur le lagon qui, comme on le sait tous, est inscrit quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors parmi ces espèces envahissantes, tu l'as dit, le chat arrêt, qui est un chat domestiqué qui est redevenu sauvage en fait. Et à l'IRD, depuis 5 ans, on étudie entre autres le régime alimentaire de cet animal, de ce chat sauvage, afin de mesurer justement les dégâts causés dans la nature calédonienne. Et pour savoir ce qu'il mange, on étudie les excréments. Instant glamour. On regarde. Donc dans ce congélateur, on a un certain nombre d'excréments qu'on a collectés depuis déjà 5 ans. Et je vais prendre l'un d'entre eux pour l'analyser au laboratoire à l'aide d'une loupe binoculaire et d'une collection de référence. Donc ça, c'est un os de lézard ou de gecko. Là, il s'agit de plumes d'oiseaux marins.
Et sur le massif de Tiebagi, l'oiseau marin qui est présent est le pétrel de Tahiti. Et ces éléments correspondent parfaitement aux plumes plutôt du ventre d'ailleurs, du pétrel de Tahiti. Donc là, je vais noter ce qu'on a trouvé dans cet échantillon. Donc on a trouvé un pétrel et dans l'autre échantillon, des restes de roussettes rousses. Ces éléments et ces proies sont des proies qu'on retrouve très souvent dans le régime alimentaire du chat à raie en Nouvelle-Calédonie. Et donc d'autres groupes sont impactés, par exemple les passereaux, les reptiles, les geckos, etc. Et donc ces éléments nous montrent bien le potentiel impact du chat à raie sur la biodiversité de Nouvelle-Calédonie et qui est très variable en fonction des différents habitats étudiés. Voilà, alors dans le cas du chat à raie, c'est un chat domestiqué, on l'a dit, qui a été relâché dans la nature par l'homme. Donc comment est-ce que la plupart de ces espèces exotiques envahissantes sont introduites au pays? C'est l'homme la cause principale, non? Alors c'est l'homme et puis les moyens de communication qui sont grandissants et qui facilitent l'introduction. Il y a aussi ce qui a déjà été introduit avant que l'on sache que ces espèces-là étaient envahissantes. D'accord. Donc il y a même, pour le cerf de Java, des cadeaux qui ont été faits. Évidemment, à l'époque, 1870, on ne savait pas que c'était envahissant. Donc il y a des introductions qui sont volontaires, aujourd'hui c'est réglementé, et puis il y a aussi toute une série voilà, d'introductions involontaires, notamment quand il s'agit d'invertébrés de très petite taille, de spores de champignons, quelque chose qui est microscopique et que l'on ne peut forcément pas, plus difficile à voir déjà et donc à contrôler. Donc un travail rigoureux, notamment des collègues du CIVAP dans le cadre de la biosécurité. Et quelles sont les précautions justement à suivre pour contribuer à ce programme de lutte? Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, et là à notre échelle donc individuelle, c'est d'une part respecter la réglementation. Donc les espèces envahissantes, elles sont listées dans les codes de l'environnement. Il est interdit de les élever, de les déplacer, de les relâcher évidemment dans la nature, de les vendre. Et puis le deuxième niveau, eh bien, c'est d'essayer de contribuer aux actions. Et là, les associations environnementales mènent des actions sur le terrain, elles forment les gens et tout un chacun peut justement solliciter les associations pour les renforcer, leur apporter un soutien entre guillemets physique lors d'actions d'arrachage d'une plante, peut aussi contribuer aux actions de la Fédération de la faune et de la chasse pour ceux qui sont chasseurs. Très bien, merci beaucoup Patrick, et toutes les informations sont bien sûr à retrouver sur votre site internet www.cen.nc. Tu restes avec moi, c'est l'heure du JT What the Fuck. Merci. What the fuck? Un coffre-fort de gènes chez les bactéries. Les bactéries sont connues pour muter et gagner en capacité en troquant leurs gènes avec d'autres. Elles peuvent ainsi développer par exemple plus de virulence ou encore une résistance aux antibiotiques. Mais comment font-elles pour intégrer ces fragments d'ADN sur un génome déjà complet? Une équipe de chercheurs français vient d'apporter la réponse à cette énigme. Les bactéries disposent de réservoirs à séquences mobiles qui ne s'insèrent que là et ne repartent que de là, laissant intact le reste du génome. Ces véritables coffres-forts génétiques semblent exister chez toutes les espèces bactériennes, évoluant au gré des échanges et des partages. Un bel exemple de solidarité pour mieux exister. Le chat, ce tueur en série. En Australie, les chats à raie, domestiqués et retournés à la vie sauvage, tuent chaque année 316 millions d'oiseaux. Un constat incroyable d'une équipe de chercheurs australiens fait à partir d'une centaine d'études menées à travers le pays par des spécialistes de l'environnement. Les chats, présents sur plus de 99,8% du territoire, sont un véritable fléau pour l'écosystème australien. John Wanarski déclare l'ampleur de la prédation ahurissante. Qui aurait cru que ces peluches à coussiner seraient responsables de la mort d'1 million d'oiseaux par jour? Amis volants, abritez-vous, restez dans les hauteurs et méfiez-vous du fauve tapis dans l'ombre. Il est tellement mignon en plus. Alors une réaction sur ces infos insolites? La nature, est bien faite. je ne sais pas si elle est bien faite, mais en tout cas elle inspire l'homme, elle doit inspirer l'homme.
notamment par rapport aux bactéries. Oui. C'est aussi des choses qui vont être récupérées Forcément. par les scientifiques Forcément. au bénéfice de l'homme. Et une réaction sur le chat, il ne faut pas juger la dangerosité ou l'impact d'une espèce envahissante par son profil. Bah oui. Parce que beaucoup d'espèces envahissantes, au départ, sont des espèces qui sont sympathiques, notamment les espèces domestiques, mais aussi les plantes avec des magnifiques fleurs Oui. qui cachent en fait derrière cette beauté une dangerosité pour les espaces naturels. D'accord. Et si on jouait Patrick maintenant? Allons-y. Fin bête. Alors je te propose un jeu de rapidité, ça s'appelle le speed quiz. Donc je vais te demander de répondre à mes questions le plus rapidement possible sans trop réfléchir. Le but c'est d'être un peu instinctif. C'est dangereux. Tu es prêt? Allons-y. Alors cite 2 espèces envahissantes prioritaires végétales. Myconia et Opuntia. Cite 2 réflexes à avoir si on croise une espèce animale envahissante. Appeler le CEN et si c'est une espèce animale, essayer de la capturer. D'accord. Cite 3 caractéristiques physiques du bulbule. La queue rouge et puis la crête noire. Et une 3e? Ah pardon, il y en avait 3? Oui. D'accord. Et le cri très métallique, Ah oui. strident. Ok. Cite 3 dégâts causés par le rat noir. Alors la consommation des graines d'espèces natives, la consommation aussi de bulim, le Ah oui, fameux gastéropode escargot. endémique, et puis également les impacts sur l'activité liée au copra en consommant les noix de coco avant qu'elles ne tombent. Ok. Donne 2 choses à faire pour contribuer à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Appeler les associations environnementales et servir de sentinelle. Donc à chaque fois qu'on se balade dans la nature, dans un tempo récréatif, eh bien, Garder l'œil. avoir l'œil et chaque espèce suspecte doit être signalée auprès du CEN. Nomme 2 espèces d'abeilles envahissantes. L'abeille carnolienne et puis l'abeille domestique européenne. Cite 2 espèces envahissantes que ça te fait mal au cœur quand même de les tuer parfois tellement elles sont mignonnes. Non, je suis assez peu sensible, donc là je ne répondrai pas à cette question-là. J'ai le cœur assez dur, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis orienté vers ce type de thématique. Alors cite 2 choses que tu aimes par-dessus tout dans ton métier. Rencontrer les gens, comme on l'a évoqué au cours de l'émission, ça ne se fait pas dans un laboratoire tout à fait isolé au bout du monde, ça se fait nécessairement au contact des gens et puis au contact évidemment de la nature et l'environnement, et notamment celui de la Calédonie avec une biodiversité connue à l'échelle mondiale, ça ne peut être qu'un Graal pour quelqu'un qui a avoué entre guillemets sa profession à l'environnement. Ok. Et dernière chose, imite 3 espèces animales envahissantes. Le cerf, Bravo. le cochon et le lapin lorsqu'il est capturé par un prédateur. Ça fait ça un lapin? Un lapin fait ça lorsqu'il bon est maintenu par un prédateur plus cher. avant qu'il ne soit définitivement croqué et estordi. C'est horrible. Bravo, pas mal du tout, c'est gagné. Tu as gagné le droit de regarder la prochaine rubrique, c'est le CNET. Avec plaisir. Alors le CNET, c'est une compilation de vidéos trouvées sur le net. Très bien. Géode Une magnifique géode. Oui. 3, 2, 1. Oh, see you later. Exceptionnel. C'est pendulaire là. Exceptionnel. My nuts! Ow, my nuts! Je suis preneur. Tu l'as déjà fait? Peut-être pas sur un stade, mais, Mais oui, pendulaire. oui. Ah ouais? La nature est Inspirante, hein? exceptionnelle et inspire l'homme. Ouais, Atlas est de retour. Il va réussir à faire un saut périlleux. Ouais. Bientôt, les films de science-fiction seront has-been. Ce sera la réalité. Bienvenue en Australie.
C'est clair. disait le crocodile marin. Et voilà, une réaction? Il y a une vidéo qui t'a interpellé? Toutes sont sympathiques, il y a des frissons, il y a la beauté de la nature, et puis sur la dernière aussi la dangerosité, donc il ne faut pas négliger que la nature, même si elle est magnifique et qu'on peut vouer une profession à elle, notamment lors d'inondations, lors de cyclones, elle peut aussi devenir dangereuse. Oui. Alors Patrick, c'est quoi ton DELS? C'est quoi ton DELS? Mon DELS, c'est d'inciter éventuellement tous les Calédoniens à contacter une association environnementale qui agit au bénéfice de l'environnement et notamment qui mène des actions sur les espèces envahissantes. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple Calédocline, WWF, le CIE, Mocamana, etc. Et donc je voudrais en profiter pour féliciter les convictions de ces gens-là, le travail bénévole qu'ils produisent, et donc il faut les soutenir. Donc j'invite tout le monde à prendre contact pour mener des actions sur le terrain. Très bien, très bon plan. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Patrick Barrière. Je rappelle que tu es le coordinateur du pôle espèces envahissantes du CEN de Nouvelle-Calédonie, qui assure donc la coordination et la mise en œuvre d'un programme de lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales. Très bien. Rendez-vous sur le site internet pour retrouver bien sûr toutes les informations. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur internet. Taltoul!